Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le comédien français Philippe Torreton. Chaque personne qui ouvre un livre ouvre le monde. Voilà. Et il n'y a pas de petits livres et de grands livres. Un livre en appelle un autre, de la même façon que dans une phrase, un mot en appelle un autre. Et ça rend heureux, bien sûr. L'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier a rappelé à chacun d'entre nous la place centrale qu'occupent les enseignants dans notre République, dans notre société, dans notre existence tout simplement. Pour leur rendre hommage, 20 personnalités ont accepté, à la demande des éditions Pocket et Robert Laffont, de participer à un ouvrage collectif baptisé « Lettre à ce prof qui a changé ma vie, enseigner la liberté ». Comédien récompensé aux Molières et au César, Philippe Torreton ne serait pas devenu celui qu'il est aujourd'hui sans un certain Monsieur Désir, un professeur de français qui a suggéré à ses parents de l'inscrire à un cours de théâtre pour le faire sortir de sa coquille. C'est par téléphone, alors qu'il espère remonter bientôt sur scène, que je me suis entretenu avec Philippe. Écoutez. Bonjour Philippe Torreton, vous allez bien ? Bonjour, oui, je vais bien. Oui. Vous avez accepté de participer à un ouvrage collectif qui s'appelle « Lettre à ce prof qui a changé ma vie ». C'est publié par les éditions Robert Laffont et Pocket. Et l'idée, donc, c'est une lettre dans la continuité finalement du drame de la mort de Samuel Paty. C'est d'évoquer le professeur qui a bouleversé votre existence. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, Philippe, de Monsieur Désir ? Bien sûr. C'était un professeur de français que j'ai eu la chance de rencontrer en classe de 5e au collège Édouard Branly à Grand-Quevilly, en Normandie. Et ce monsieur était féru de théâtre. Il avait envie de nous faire apprendre le théâtre, en tout cas de nous initier au théâtre par l'intermédiaire d'un club théâtre. Et il avait fortement conseillé à mes parents, vu la timidité maladive qui m'habitait à l'époque et mon côté timoré, réservé, je faisais partie de cette cohorte de millions d'élèves anonymes, qui sont dans la moyenne, tant bien que mal, et qui ne parlent jamais, Et il leur avait dit que ça me ferait du bien, donc il a mis cette graine dans la tête de mes parents qui ont tout de suite respecté cet avis. Et c'est ce que je dis dans la lettre. Pour mes parents, la parole d'un professeur, quel qu'il soit d'ailleurs, n'était pas sacrée, c'était bien mieux que ça. Elle était respectée. Et je tenais à cette formule parce que c'était vraiment ça. C'était la parole d'un professeur comptait. Et donc, je me suis retrouvé quelques jours après, un mercredi après-midi, sur une scène, dans une salle de ce collège, à essayer de faire du théâtre. Et ma vie a changé. Voilà. Et toute ma vie. Et donc, je dois beaucoup à ce monsieur. C'est amusant parce que, quelque part, ça vous a pas forcément aidé à avoir de meilleures notes derrière, on est d'accord ? Oui, c'est ce que je dis dans la lettre. Oui. Non, le théâtre n'est pas un bon moyen pour devenir bon élève, mais c'est une reconquête de soi, le théâtre. C'est ce que je dis dans la lettre, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à chevaucher une drôle de bête moi-même. Voilà, c'est une reconquête d'estime de soi, de découvrir, de se découvrir en découvrant les autres. Voilà, et c'est un lieu de mixité, le théâtre. On est mélangé entre élèves, filles, garçons, plus âgés, moins âgés, et puis professeur-élève. Ce monsieur Désir, quand on était en théâtre avec lui, il était plus tout à fait un professeur de français, il n'était pas non plus un ami, mais c'était quelque chose d'entre les deux. Et ça fait du bien aussi d'avoir ce rapport-là, un peu différent, un peu décalé. Et c'est ce que j'ai aimé d'emblée d'ailleurs, cette mixité et ce rapport aux autres, et c'est ce que j'aime toujours dans le théâtre.
Et justement, Philippe, est-ce que jouer la comédie, jouer l'autre, c'est pas le meilleur moyen d'apprendre à le connaître? Alors, il y a la lecture qui permet ça aussi. Mais est-ce que, au fond, le théâtre ne devrait pas être une matière obligatoire à l'école? C'est peut-être un vieux Alors débat, hein? là, alors là, vous prêchez un convaincu, mais vraiment, Oui. je milite pour ça, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'exposais cette idée il n'y a pas longtemps, on en parlait avec Robin Renucci, qui est très actif dans le théâtre en milieu scolaire aussi, et pas seulement. Mais et je lui dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas militer aussi pour effectivement rendre obligatoire la pratique du théâtre, sous quelque forme que ce soit? Faut laisser une marge de manœuvre conséquente aux enseignants. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'enseignement du théâtre ou la pratique du théâtre n'est pas seulement le fait, ne doit pas être seulement le fait des professeurs de français. On a le droit d'être prof de maths et aimer le théâtre. On a le droit d'être prof de chimie ou d'anglais ou d'allemand, que sais-je, et aimer le théâtre et vouloir en faire avec ses élèves. Mais bien sûr, je trouve, c'est pour moi, il est aussi absurde de devenir médecin sans faire de psychologie humaine. De la même façon, il est aussi absurde de libérer des gens dans la vie comme ça, professionnelle, sans avoir su ce que c'était que de parler à d'autres, que de prendre la parole, que d'exposer son corps au regard des autres. Toute la vie est faite de ça après. Qu'est-ce que vous faisiez, Philippe, le jour où Samuel Paty a été assassiné? J'étais en Belgique à jouer la vie de Galilée, Oui. et on avait quelques représentations à faire là-bas, qui ont été les dernières d'ailleurs avant le confinement, enfin avant l'arrêt de l'exploitation des spectacles. Et, la représentation du soir même de l'assassinat de Samuel Paty, a été incroyablement chargée d'émotions. C'était une des rares fois dans ma vie où j'ai senti comme ça un public tellement à l'écoute de ce qui se disait. Il faut dire que la vie de Galilée, c'est le combat d'un homme contre l'obscurantisme religieux. À l'époque, c'était le catholicisme qui empêchait justement Galilée d'exposer ses découvertes, parce qu'elle contredisait les Écritures. Et je peux vous assurer que les réactions étaient même sonores, palpables, à tel point que j'ai tenu au salut à dédier cette représentation à Samuel Paty. Et les gens, spontanément, mais ont applaudi en faisant des A et des O comme ça, comme s'ils nous remerciaient d'avoir dit ces quelques mots comme ça, parce que tellement c'était présent en eux. Il y a quelques jours, j'ai interrogé le chanteur Kali, qui, comme beaucoup d'artistes dont la scène est le métier, ne peut plus monter sur scène. Et il me disait, c'est fou que finalement, on me dise que mon métier, que toute ma vie, j'ai basé mon métier sur une activité jugée non essentielle. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez ressenti, vous, de la part des pouvoirs publics, de la part du gouvernement? C'est qu'on vous faisait sentir que les artistes, que la culture, c'était pas essentiel? Malheureusement, oui, par définition, puisque c'est très dangereux de faire des catégorisations comme ça. Du coup, forcément, si on est arrêté, c'est qu'on juge en lieu qu'on n'est pas essentiel. Voilà, par définition, les faits, voilà, il n'y a rien de politique là-dedans, il suffit juste de le constater. On constate que nous sommes arrêtés. Donc, on doit penser qu'on n'est pas essentiel. Et alors, il y a des mesures sont prises pour nous aider, mais ce que je reproche, moi, enfin, c'est au-delà du reproche d'ailleurs, enfin, c'est juste, je suis navré de ça, c'est que nous sommes, nous tous, comédiens, chanteurs, écrivains, artistes, quels qu'ils soient, dans toutes les disciplines, nous participons à la santé mentale d'un peuple, d'une hygiène mentale. C'est les lieux de concert, les théâtres, les musées, les expositions, les livres, tout ce qu'on peut faire en matière artistique, culturelle, sont des lieux de brassage d'idées, de découverte de l'autre, de découverte d'une différence, de nos différences. C'est un lieu d'acceptation de nous tous dans nos singularités. Et comment, dans une époque aussi troublée et marquée par ce fait horrible que vous rappeliez de l'assassinat de Samuel Paty, comment prendre cette décision de tout arrêter ça, d'arrêter ce dialogue permanent? Alors bien sûr, il y a un virus, bien sûr, il y a des protections à prendre, mais
nous avions pris des mesures drastiques de distanciation, le port du masque obligatoire. Nous, en Belgique, comme je vous le rappelais, à Namur, dans un théâtre de 800 personnes, on jouait que pour 150 personnes. Oui. Mais on jouait. Et les 150 personnes autorisées à venir étaient heureuses d'être là. Et on sentait dans les applaudissements qu'il y avait des applaudissements de résistance. Et je ne comprends pas qu'on se passe de ça, de cette activité-là. Moi, je suis pour les mesures. Je suis pour. Je ne demande pas qu'on soit privilégié. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais finalement, en nous interdisant de jouer, en mettant sous cloche comme ça toute l'activité culturelle, c'est comme si on n'avait pas compris, non pas l'importance économique, qui est réelle, mais l'importance philosophique, l'importance sociale, l'importance du lien de la culture. Et ça, c'est compliqué à admettre, quoi. C'est compliqué à admettre. Ouais. Même Philippe, l'importance finalement sanitaire, on a vu que pratiquement un Français sur deux souffrait était en détresse psychologique pendant le confinement. C'est comme si on n'avait pas fait le lien entre le fait que effectivement on est privé des bars et des restaurants, mais on est aussi privé des salles de concert, des cinémas. On a été privé pendant un certain temps des magasins et des librairies. En gros, tous les lieux du vivre ensemble. Et alors, le théâtre en est un exemple parfait. Ça fait partie de notre équilibre. Et bien sûr. Et c'est pour ça que je rappelais ça dans la lettre à mon professeur. C'est que, comme vous le disiez, ça ne m'a pas rendu meilleur élève, au grand désespoir de mes parents. Mais par contre, l'immense différence, c'est qu'au lieu d'aller au collège en traînant les pieds, la tête basse, humilié d'avance par mes résultats, humilié d'avance par le fait de ne pas être comme les autres, ou de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne pas oser lever la main, et bien là, j'y allais tête haute au lycée, au collège. J'avais une particularité. Je regagnais de l'estime de moi-même. Et ça, c'est une paix intérieure. Et ça vaut de l'or en barre. Et nous souffrons de ça. Nous souffrons infiniment de ça. Et ne pas le comprendre est réellement anxiogène. Vraiment. Philippe, où en êtes-vous de votre engagement politique ? Est-ce qu'une période comme celle qu'on vit actuellement, ça ne vous donne pas envie de vous y remettre un peu plus, je sais pas forcément de briguer des mandats, mais de participer un peu plus aux décisions à l'avenir ? Ça vous donne envie ? Non, pas du tout ? Non, parce que comment dire, moi je crois qu'il va falloir très vite qu'on arrive à dépasser le combat politique pour se mobiliser. Et si nous ne comprenons pas ce qui se passe avec le virus, on a besoin d'une union comme ça. On a besoin d'un pays uni, recentré sur une efficacité, sur des valeurs. Et bien cette énergie-là, il va falloir la déplacer pour la lutte, pour sauver l'environnement, lutter contre le climat. Et ça, c'est un combat qui dépasse les clivages politiques. Oui. Plus tôt on comprendra, plus tôt il se passera quelque chose. Donc moi, je l'ai fait, j'ai payé de ma personne, je le paye encore, puisque c'est très mal vu dans ce métier d'exposer ses idées. On est quand même, on en est toujours là, malheureusement, mais c'est comme ça. Et je me dis que, voilà, je milite, moi, pour l'environnement, quel qu'il soit. Donc, je travaille dans l'ombre, je travaille avec des gens, je me questionne, j'écris, je discute avec les uns et les autres. Mais plus d'un point de vue, comment dire, de politique politicienne. Enfin, je ne peux plus commenter ça. Pour moi, tout combat politicien est de la procrastination par rapport aux enjeux, aux urgences climatiques. C'est-à-dire que les intrigues de pouvoir, c'est sympa à jouer dans une pièce, dans du Shakespeare, mais pas en vrai, quoi. Là, ça confine à l'indécence. C'est-à-dire toute tentative de prétendre
dire aux Français que je suis la bonne personne pour dans 2 ans, donc votez pour moi, la preuve, je me présente dès maintenant, c'est quasi criminel par rapport aux urgences climatiques. C'est-à-dire que pour moi, la question de la personne ne se pose pas. C'est la question de comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quelle est la ligne programmatique, et ensuite trouvons la personne. Mais tout dépôt de candidature là qui se fait en ce moment, ouais, c'est du foutage de gueule. C'est inadmissible. C'est tuer dans l'œuf une union possible. Donc moi je milite pour que on ne s'intéresse pas aux personnes qui se portent candidat en ce moment, mais qu'on s'intéresse à une perspective d'union. Voilà. Bon, on ne citera pas le candidat, voilà, qui est déjà candidat, mais je pense qu'on l'aura tous reconnu. Philippe, dans le programme dans lequel je vous interroge, il apporte un titre sur lequel je fais réfléchir chacun de mes invités de manière très spontanée. Les gens qui lisent, moi je dis, les gens qui lisent sont plus heureux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah, totalement. Chaque personne qui ouvre un livre ouvre le monde. Voilà, il n'y a pas de petit livre et de grand livre. Un livre en appelle un autre, de la même façon que dans une phrase, un mot en appelle un autre. Et donc, voilà, toute personne qui ouvre un livre ouvre le monde et découvre le monde. Et ça rend heureux, bien sûr. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, vous, Philippe ? Parce que vous allez acheter le prix Goncourt. Oui, parce que ça m'intéresse bigrement, ouais. Cette anomalie. Ah ouais, ça me rappelle un roman américain dont malheureusement je ne vais pas me souvenir du nom de l'auteur, qui s'appelait L'Échange. Et c'est un homme qui se retrouve en face de lui-même, un autre lui-même. Ouais, et là, c'est tout un avion de gens qui se retrouvent face à eux-mêmes. Voilà. C'est une thématique que j'adore. Merci beaucoup, Philippe, pour ce petit moment. Je vous souhaite une bonne fin d'année de 2020, pardon, et d'avance une bonne année 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Oui. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture!